Notre méthodologie de recherche. La méthode descriptive en psychopathologie. Le travail de recherche, quel que soit le domaine scientifique de prédilection, suppose une méthodologie par laquelle le chercheur ou l'étudiant-chercheur élabore ses thèses et hypothèses afin de rendre compte de ses résultats. En sciences de l'homme et en sciences sociales, il existe différentes écoles d'appartenance. Le choix de telle ou telle école dépend des affinités entre collègues chercheurs et ou universitaires, ou bien, dans la majorité des cas, le choix de telle ou telle méthodologie de recherche dépend du maître penseur à l'origine de l'école de pensée à laquelle l'on appartient. Ainsi, tel chercheur sera freudien, tel autre sera clénien, etc. Tandis que d'autres revendiqueront l'appartenance aux écoles célèbres des savants de l'Antiquité. Des aristotéliciens se distinguent des platoniciens, par exemple. Dans la présente synthèse sur la méthodologie qui est la nôtre, l'objectif n'est pas celui de mettre en évidence une école de pensée particulière. En revanche, notre propos vise à promouvoir la complémentarité entre les différentes approches des sciences de l'homme. La psychologie ne peut pas se passer des découvertes de la médecine, et surtout de la psychiatrie en particulier. La psychopathologie ne peut pas ignorer les apports majeurs de la psychanalyse. Les sciences sociales dépendent des sciences de l'homme, et inversement. Cette interdépendance existe aussi dans tous les domaines de la recherche des sciences dites exactes. Une observation préliminaire s'impose. Pourquoi avons-nous choisi de privilégier la méthode descriptive en psychopathologie? Je désirerais préciser que dans ma démarche d'apprenti-chercheur, la méthode n'a pas été un point de départ, mais plutôt un résultat. En effet, lors de la rédaction de ma thèse de doctorat, qui aura été ma première publication universitaire, je n'ai pas commencé par élaborer une méthode scientifique de recherche. Certes, j'ai établi un plan de recherche pour organiser mes travaux. Mais ce plan a été régulièrement modifié pour l'adapter à l'organisation de ma réflexion théorique et clinique. Cela conformément à mes thèses et hypothèses de recherche. Ainsi, c'est seulement après la soutenance de ma thèse de doctorat que j'ai essayé de mettre en évidence le fil conducteur qui relie les différentes parties de mon ouvrage. Plus particulièrement, j'ai été aidé par la critique constructive d'observateurs indépendants. Les différents avis de lecteurs m'ont permis de découvrir divers fondements théoriques dont se réfère ma réflexion, et ou complémentaires à celle-ci, à partir d'autres auteurs. Ce sont ces mêmes fondements théoriques et cliniques que j'ai regroupés a posteriori sous l'appellation de méthode descriptive, le terrain de nos observations. La recherche en psychopathologie suppose un terrain, un champ d'expérimentation. Ce sont des cas cliniques qui permettent d'élaborer la réflexion théorique et clinique en s'appuyant sur les différentes théories scientifiques relatives à notre domaine spécifique. Depuis ma thèse de doctorat jusqu'au moment où je rédige le présent texte de synthèse sur ma méthodologie, 2016, c'est le cas du Rwanda qui m'a servi de terrain d'observation. En effet, c'est la problématique des violences collectives qui aura constitué le point de départ de mes recherches en psychologie clinique en général et en psychopathologie fondamentale en particulier. Bien entendu, lorsqu'on parle du cas du Rwanda, il ne s'agit pas du Rwanda en tant que territoire figé du point de vue spatio-temporel. Il s'agit plutôt du Rwanda en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays ayant une histoire et une identité culturelle. Car selon mes différentes hypothèses de recherche, ce sont des problématiques relatives à l'histoire et à l'identité culturelle, mutatis mutandis, qui auront entraîné la conséquence des violences collectives récurrentes au pays des 1000 collines. Évidemment, le Rwanda n'étant pas un pays fermé sur lui-même, je m'interroge aussi sur le rôle des pays limitrophes et sur l'influence de la période coloniale et du néocolonialisme dans la survenue des massacres génocidaires au Rwanda et dans la sous-région. De ce point de vue, le Rwanda constitue ce que nous pourrions appeler un cas d'école. À travers les violences collectives, c'est non seulement la question de la psychologie collective, psychologie des groupes ou des masses, qui est posée, mais ici celle du sujet.
Quelle est la nature de l'influence que le groupe exerce sur l'individu sujet pour que celui-ci devienne une véritable machine à tuer, à piller, à violer, à détruire les biens publics et ou d'autrui? Il existe une hypothèse, voire même une thèse échappatoire, qui aura servi d'alibi à certains chercheurs et observateurs sur la situation au Rwanda. Le conflit collectif récurrent au Rwanda serait lié au problème ethnique entre Hutu d'un côté et Tutsi de l'autre. Personnellement, je ne me suis pas satisfait de cette présentation simpliste d'une réalité beaucoup plus complexe. Car on ne naît pas Hutu, Tutsi ou toi, on le devient. C'est le groupe, à commencer par la famille, qui assigne à chaque individu de ses membres une appartenance ethnique au moyen de différents attributs socioculturels. Le nom, les rites d'initiation, les insignes distinctifs du groupe, etc. Or, nous avons des exemples historiques qui démontrent que l'individu peut se débarrasser des attributs ethniques de ses ancêtres lointains pour appartenir à une nouvelle communauté ethnique, cela sans avoir perdu le patrimoine génétique d'autrefois. C'est le cas de certains exilés qui abandonnent définitivement les attributs ethniques identificatoires archaïques, par l'éloignement dans l'espace et dans le temps, de manière volontaire ou involontaire. Citons quelques exemples incontestables. Les Afro-Américains, les Antillais, les descendants des migrations asiatiques vers les pays d'Europe ou d'Amérique, les descendants d'Européens qui ont colonisé des pays lointains, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Tous ces groupes humains ont perdu les attributs ethniques identificatoires de leur culture d'origine, pour appartenir soit à d'autres cultures préexistantes, soit à d'autres ensembles ethniques nouveaux créés par eux-mêmes. Plus particulièrement, au Rwanda, les signes ethniques distinctifs, le territoire, la langue, les rites initiatiques avaient déjà disparu avant même l'époque coloniale. Il n'existe pas de village ethnique au Rwanda. Il n'existe pas de langue appartenant à chacune des pseudo-ethnies au Rwanda. Les rites initiatiques étaient les mêmes pour tous les Rwandais avant même l'époque coloniale. Pour toutes ces raisons, à travers ma thèse de doctorat et dans mes travaux de recherche complémentaires à cette thèse, je démontre que l'appartenance ethnique ne constitue pas au Rwanda comme ailleurs un patrimoine héréditaire dont le sujet ne saurait dépasser certaines tares. Un patrimoine héréditaire dont l'individu ne pourrait se débarrasser l'idéologie lorsque celle-ci devient meurtrière. Car, au Rwanda, comme dans certains autres pays dans le monde, l'idéologie ethnique est devenue un instrument de domination et de conquête du pouvoir. C'est pour cela que la survenue des violences collectives ne peut être analysée qu'à partir de différentes approches scientifiques afin de rendre compte de la complexité du phénomène. D'où la nécessité d'une méthode descriptive qui s'appuie sur la phénoménologie, en ce qui concerne notre démarche spécifique. En tant que science descriptive des essences, comme l'a très bien indiqué I. Husserl, la phénoménologie est une méthode philosophique qui cherche à revenir aux choses mêmes et à les décrire telles qu'elles apparaissent à la conscience, indépendamment de tout savoir constitué. Par analogie, au moyen de la méthode descriptive, notre approche consiste à décrire le symptôme individuel et au groupal tel qu'il apparaît, du point de vue historique, indépendamment de tout savoir constitué. Faisons la part des choses. Même si l'appartenance ethnique ne constitue pas un patrimoine identitaire héréditaire, il n'en demeure pas moins que la construction du sujet s'appuie essentiellement sur les repères identificatoires du groupe. Pour cela, le lien entre le groupe et l'individu est indéfectible. Dès que l'individu se sépare d'avec la coutume de ses origines, il doit trouver nécessairement d'autres cadres sociaux de la mémoire, selon M. Halbwach, pour étayer son devenir sujet. Autrement dit, l'inné, patrimoine biologique, et l'acquis, patrimoine socioculturel, se complètent mutuellement. Et l'un ne peut s'exprimer pleinement sans s'appuyer sur l'autre. C'est donc dans cet entre-jeu, où le jeu se dédouble en permanence entre l'inné et l'acquis, que naît la vie psychique.
Il serait ainsi difficile, voire même impossible, de distinguer rigoureusement la part de chacun de ces deux déterminismes de l'âme dans l'accomplissement de nos actes. Par conséquent, la psychopathologie se situe dans cet entre-jeu, et la méthode descriptive permet de présenter dans une démarche neutre les essences du jeu pris tantôt dans les désirs archaïques du sujet en devenir, tantôt dans les contraintes et avatars socioculturels actuels. 1. Sebunuma D. Psychopathologie descriptive 2. Essai sur les génocides sociocides. Édition Homozozo. Ici les Molinos. 2016. 2. Kagame A. Les organisations socio-familiales de l'ancien Rwanda. Mémoire in 8 degrés. Tome 38. Bruxelles. Publié par l'Institut Royal Colonial Belge, 1954. 3. Dictionnaire Hachette encyclopédique. Paris, 1998, page 923.